Le temps, on peut le considérer comme une ligne droite. Autrefois, on le considérait comme ça. Aujourd'hui, c'est plus une arborescence, c'est plus quelque chose qui est multifactoriel et qui peut, avec les découvertes notamment sur de la physique quantique, et maintenant qu'on appelle la physique de la conscience, établir sur plusieurs plans. Mais en fait, on se rend compte que le temps, c'est le mental. C'est la pensée discriminante qui voit, analyse, veut absolument tout contrôler, part toujours dans le futur et le passé et tisse le temps. L'amour, le vrai amour, c'est un grand mystère. Et là, ce que vous dites, ça résume bien ce que les humains appellent l'amour. Là, vous ne parlez pas d'amour, vous parlez de fusion. Ce qui n'est pas la même chose. La fusion, c'est ce qu'on croit aimer ou être aimé à travers des histoires parentales qui n'ont pas encore été résolues. Bienvenue dans le podcast Époque. Je suis Christy et je vous invite sur mon voyage spirituel et sacré pour comprendre ces forces qui me poussent à prendre la parole. C'est à travers mon histoire et les témoignages des belles âmes que je rencontre que nous irons au plus profond de nos dons secrets. Restez avec moi chaque semaine pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et de leur histoire. Hello tout le monde et bienvenue sur Époque Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un psychanalyste et accompagnateur dans le développement de l'être. Un homme aux méthodes rapides et efficaces. Éric Combré est l'homme dont on a besoin lorsqu'on parle de spiritualité. Et c'est avec joie que nous allons faire un tour d'horizon aujourd'hui avec lui. Bonjour Éric. Bonjour, dans la mesure de mes moyens. C'est belle cette intro. Oui, superbe, magnifique. Oui. Vous avez beaucoup travaillé, je vois. Oh. Et encore, j'ai pas mis tout ce que je voulais mettre. Hein. En plus. Magicien. Quelle horreur, mon Dieu. Ah bah voilà. Et j'ai pas dit gourou. Hein. Ah oui. J'espère que ce genre de nouvelles pénétrera lentement dans l'endroit où je vis, parce que alors sinon, je vais encore être moqué par mes proches. Vous leur enverrez le podcast. Bah, bien sûr. D'accord. Alors, on a eu l'occasion d'échanger une première fois. Oui. Et j'ai malheureusement pas enregistré cette partie qu'on disait sur le... Enfin, on avait parlé sur le temps. Oui. Le temps qui n'existe pas, et j'aurais aimé, pour les personnes qui nous écoutent, que vous nous parliez du temps qui n'existe pas et pourquoi il n'existe pas. Et qu'est-ce que le temps ? Alors, le temps, c'est un concept, un objet, exactement comme est l'espace, les pensées, le corps, les situations diverses et variées, tout ce qui est impermanent finalement. Quand on regarde ce que c'est que le temps, on peut le considérer comme une ligne droite. Autrefois, on le considérait comme ça. Aujourd'hui, c'est plus une arborescence, c'est plus quelque chose qui est multifactoriel et qui peut, avec les découvertes notamment sur de la physique quantique, et maintenant qu'on appelle la physique de la conscience, établir sur plusieurs plans. Mais en fait, on se rend compte que le temps, c'est le mental. C'est la pensée discriminante qui voit, analyse, veut absolument tout contrôler, part toujours dans le futur et le passé et tisse le temps. Le temps est tissé par le mental. Donc le temps en lui-même n'est qu'une illusion. Si on est vraiment dans l'ici et maintenant, ce qui est d'ailleurs toujours la réalité finalement, on n'a plus de passé ou de futur. On est ici. Le mental tisse toujours quelque chose avec le temps parce qu'il est tellement anxieux qu'il veut toujours aller vers le demain ou hier. Autrement, différemment, hier, demain, mais c'est pas assez bien. Donc il n'est jamais satisfait de l'instant présent. Il fuit l'instant présent. Or, la vie est un art grammatical qui se considère au jeu. La vie se conjugue au jeu. D'ici maintenant. Donc, le temps n'est finalement, quand on voit ça, qu'une projection mentale. Demain sera mieux. Demain sera autrement. Hier était vachement mieux ou beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, je m'ennuie. Et du coup, on fait ça tout le temps, consciemment et inconsciemment. On peut aller dans un niveau encore plus subtil. Je suis un garçon. J'ai un prénom. J'ai un nom. Une identité, une famille, une culture et une antériorité. Et cette antériorité, cette famille, ce que nous avons appris, ce qu'on nous a inculqué, est toujours là. Tout le temps. Donc, ce qui est toujours là nous propulse toujours vers l'avenir ou le passé, sans aucun répit de goûter l'instant présent. Et nous nous ennuyons de nous-mêmes parce que nous tournons en rond dans un temps qui n'existe pas et qui est fabriqué uniquement par le mental. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le temps. De ma propre compréhension, bien sûr. Il faut absolument rester dans le moment présent. Ceci dit,
Je pense, personnellement, je pense que j'y arrive de plus en plus. Oui. Et d'ailleurs, après vous avoir vu, j'ai essayé de rester dans le moment présent. Et je suis rentré à la maison avec ma coloc, qui elle était en pleine déprime. Et je n'arrivais pas à comprendre sa déprime parce que j'étais dans le moment présent. Et que dans le moment présent, tout allait bien. Parce que dans le moment présent, la déprime n'existe pas. Eh non. Non, ça n'existe pas. C'est juste une facétie de l'esprit qui s'ennuie dans l'ici et maintenant et qui se projette vers l'avenir ou le passé. Le passé parce qu'on n'a pas réglé les traumas que nous avons traversés, le futur parce que ce sera vachement mieux. Et tout ça, ça n'existe pas vraiment. C'est une question de... C'est comme un fantasme, une projection de l'esprit. Ça n'a pas lieu d'être. Pour la vie, ça n'a pas lieu d'être. La vie s'incarne maintenant. Oui, et si on part du principe que tout est déjà arrivé, que le passé, le présent et le futur se chevauchent, ou qui forment une boucle, que c'est la même chose, que ce n'est pas linéaire et que... Ça veut dire que je peux aussi me réjouir d'un moment qui n'est pas encore arrivé, mais on le ramenait dans la présence. Donc si je suis dans pleine présence de ce moment-là, je ne sais pas... Pourquoi pas, à condition que vous soyez consciente. Le problème, c'est que nous rencontrons des difficultés parce que ces processus sont finalement, au bout d'un moment, largement inconscients. Prenons l'exemple d'un enfant de 3 ans, par exemple. Un enfant de 3 ans qui revient de l'école. Comment s'est passée ta journée? Il est incapable de vous répondre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est maintenant. On joue maintenant? On goûte maintenant? Ah non. Quand la grande aiguille sera sur le 6, tu vas aller goûter. Et puis quand la grande aiguille sera sur le 4, tu iras au parc. Et au bout d'un moment, le mental commence à se développer et tisse des projections sur le futur ou le passé. Et nous ne sommes plus ici maintenant. Et vous, comment vous l'expérimentez? Le temps, j'essaie d'être dans l'ici maintenant tout le temps. Quand je suis avec une personne ici en thérapie ou en stage, peu importe, ou dans une relation comme ça, non pas de psychothérapeute à patience, ça n'existe pas vraiment puisque c'est la vie qui fait le travail. Quand on est vraiment dans l'ici et maintenant, tout se dénoue. On n'a besoin de rien faire. Tout se dénoue. C'est la magie du vivant. Et ça, c'est pas une approche qui est liée à une expectative, un fantasme ou une projection, un demain. C'est maintenant que ça se défait. Dans l'instant, ici, dans la nanoseconde qui nous occupe. Vous nous disiez aussi que dans le chemin d'éveil, oui. Et que le chemin d'éveil était une saveur. Et j'aimerais un peu... C'est un goût. Mais n'étant pas un éveillé, je ne peux pas vraiment en parler. Vous n'êtes pas encore éveillé? Non. Mais qu'est-ce qui vous a donné la saveur de commencer ce chemin d'éveil? La présence. La présence en laquelle il y a le calme, la paix et la sérénité. L'instant présent est toujours dans la paix. Et c'est la première porte. L'instant présent, le moment présent, l'ici et maintenant, donne la paix, le calme et la profondeur à l'esprit. Et celui-ci peut s'établir dans le vivant. Le reste, c'est que des fantasmes de la littérature. Moi, je retrouve la paix quand je vais regarder les étoiles le soir. C'est pareil. Oh là là. Quand vous êtes dans les étoiles, vous êtes dans l'ici et maintenant, parce que vous êtes touché. Là, on est sur le cœur, là. Pas le cœur, l'organe, quoique, pourquoi pas. On est sur le cœur, sur le vivant, ce qui est vivant. Peut-être le chakra, je ne sais pas, mais quelque chose qui est de l'ordre, au-delà du mental, qui est l'esprit, qui est l'âme, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Et là, c'est l'âme qui est touchée, et lorsqu'elle est touchée, elle est présente. Je suis certain que lorsque vous regardez les étoiles et que vous êtes touché, vous ne pensez à rien. Non, et un jour, je vais regarder les étoiles, comme d'habitude, et je tombe sur la Lune. Ouais. Je n'avais pas réalisé qu'elle était là ce soir-là. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais en pleine présence et je découvrais enfin ce que c'était d'être. Oui. C'était un moment, j'étais subjugué. Être a un goût, celui que vous êtes à présent, celui que vous ne touchez à l'instant. Être, c'est... On n'a en plus aucun effort à faire pour être. On est tout le temps. Non, on a un effort conscient à faire, quelque part. Pour être? Pour comprendre qu'on l'est. Non, on est. Regardez bien, aujourd'hui, là, maintenant, c'est dans une seconde nous parlons, vous êtes. Bien sûr, il y a notre discussion, il y a votre passé qui est là, tout ce qui s'est passé dans votre vie, etc., qui est en superposition. Ok, mais vous êtes fondamentalement. Si on vous enlève un bras ou une main, vous êtes. Vous allez souffrir, oui, peut-être, mais vous êtes toujours. Ça n'enlève pas votre être-té.
Votre être-té, dans l'instant présent, s'incarne toujours dans le jeu. Et à ce moment-là, on est touché comme vous l'avez été avec les étoiles. Oui. Où il n'y a plus de pensée. La pensée est inutile. Quand on regarde bien nos pensées, les pensées résonnent avec le mental, dans le futur et le passé. Elles sont toujours comme des espèces de manifestations qui sont un cirque mental. La plupart des pensées, les 98% des pensées sont totalement inutiles. Totalement inutiles. Si vous regardez sur une journée d'un humain 24 heures des pensées, c'est totalement du fantasme inutile. C'est de l'épuisement pour rien. Et cette perte d'énergie fait que nous sommes malheureux, dépressifs et anxieux. Du spam. Absolument. Et justement, vu que vous parlez de manifestation, qu'est-ce qu'on dit de la manifestation? Comment on manifeste? Qu'est-ce que c'est que la manifestation? La manifestation, c'est ce que l'on perçoit. Mais ce qui est vraiment important dans la manifestation, c'est pas ce que l'on perçoit, c'est celui qui perçoit. C'est ce qui est avant la manifestation, avant la perception. La conscience de ce que nous sommes dans l'être-té que je viens d'évoquer à l'instant et qui perçoit tous les phénomènes. La manifestation n'est qu'un rêve, une fonction onirique, d'une forme de réalité à laquelle d'ailleurs nous adhérons tous avec notre propre conjecture. Nous sommes des êtres conscients. Et dans cette conscience, nous percevons des choses que nous analysons, interprétons et avec lesquelles après nous fantasmons. Ce qui nous amène à des catastrophes. Au bordel. Le plus complet. Mais comment on ramène cette manifestation dans la matière? À partir du moment où on a une idée dans la tête, c'est qu'on on l'imagine dans la tête, et pour la matérialiser, oui. Enfin, en tout cas dans la matière, enfin, pour qu'elle soit vraiment présente dans la matière, comment on fait? Une idée qui vous traverse l'esprit peut être facilement incarnée dans la matière. Si je veux créer, par exemple, un meuble Louis XVI, je peux le créer. Si j'ai une pensée, je peux le créer après dans la matière, et rien ne m'empêche. Quel est le sens de cette question? Disons, je manifeste, je souhaiterais manifester 1 million de dollars. Oui. Comment je le ramène dans la matière? Alors, votre question, c'est faire appel à l'énergie de l'intention, si j'ai bien entendu. Oui. Pour avoir de l'argent, par exemple. Allez. D'accord. Alors, pourquoi pas? Si vous mettez devant l'univers pour, vous savez, comme les vieux autrefois faisaient pour manifester des vœux, d'ailleurs, il nous est resté quelque chose, c'est « Oh, une étoile filante, faisons un vœu ». Ça vient de là, d'ailleurs. On se mettait dans l'univers et on faisait un vœu. Mais imaginons que quelqu'un veuille 1 million de dollars. Gagner au loto, je suppose, ou des choses comme ça. Bon. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a que cette pensée dans l'esprit? Regardez bien quelqu'un qui fait ça. Et regardez bien au fond de lui les autres pensées. Non, mais les riches, c'est des cons. Je veux pas d'argent parce que les riches, c'est des cons. Par exemple, c'est un exemple. Hein, et les contre-moteurs qu'il peut y avoir dans une pensée. La pensée consciente, c'est « je veux 1 million de dollars au prochain loto ». Les pensées sous-jacentes, c'est « les riches sont des cons ». Donc, je ne veux pas 1 million de dollars. Et l'univers, il obéit, lui. Hein. Il se propulse dans l'intention sur tous les niveaux, sur tous les plans. Ce n'est qu'un exemple, mais il peut y avoir plein d'autres désirs. L'argent ne me rendra pas libre, l'argent me rendra idiot, etc. Donc, les 1 million de dollars n'arriveront jamais, pour la plupart d'entre nous, parce que le désir n'est pas clair. En plus, si je peux rajouter, c'est pas un désir qui est forcément, sur le plan spirituel, très porteur. C'est pas un désir qui va nous amener à la réalisation, par exemple, ou à l'éveil. 1 million de dollars. C'est un désir qui va continuer à nous faire pédaler dans la matière et dans les illusions et les fantasmes. Voilà, ça c'est mon opinion. Et vous comprenez pourquoi je ne gagnerai jamais 1 million de dollars au loto. Mais je vous le souhaite quand même. Merci beaucoup. Et dans cette notion d'amour, j'aurais aimé que vous nous expliquiez exactement ce qu'est l'amour. Même si on ne sait pas encore ce que c'est, hein. Ouais. Je suis d'accord. On ne sait pas, on n'a pas de définition réelle, mis à part celle qu'on trouve dans le Larousse. Ouais. Mais qu'est-ce que l'amour et pourquoi la plupart du temps, ça fait mal? Alors, l'amour, le vrai amour, c'est un grand mystère. Et là, ce que vous dites, ça résume bien ce que les humains appellent l'amour. Là, vous ne parlez pas d'amour, vous parlez de fusion.
ce qui n'est pas la même chose. La fusion, c'est ce qu'on croit aimer ou être aimé à travers des histoires parentales qui n'ont pas encore été résolues. Des fantasmes, des projections, des attentes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fusionne avec l'autre. Je te m'aime. M-E, accent circonflexe M-E. Et non pas M' I-M-E. C'est moi que je veux voir à travers toi, etc. C'est un jeu de fantasmes où le narcissisme est le terreau, dont le narcissisme est le terreau. Et ce jeu de fantasmes nous conduit à la souffrance. Parce que c'est pas de l'amour, ça. C'est juste du nombrilisme et du narcissisme. Que nous avons tous, et moi le premier, et que nous, avec lesquels nous vivons tous, moi le premier, et que nous projetons tous, mais nous appelons ça l'amour, alors que c'est une promenade dans un bac à sable avec une couche culotte pleine de merde froide en train de sucer un biberon vide plein de morve et de sable. Voilà ce que nous appelons l'amour. Alors quand on nous sort de là, et quand on nous sort du bac à sable, nous braillons comme des ânes. Parce que nous nous sommes décollés d'un fantasme qui est inhérent à l'humanité et qui est là depuis l'enfance. La liberté n'a strictement rien à voir avec ce genre de fantasme. La fusion n'a rien à voir avec ce genre de fantasme. Et donc, si on part du principe que l'amour est inconditionnel, oui. Et que l'amour est donc ce qu'on se donne entre nous, ce n'est pas de l'amour, que c'est autre chose. Oui. Je sais pas, en fait, mais parce que je pensais à l'amour d'une mère et son enfant, je pense. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. L'amour qu'a une mère pour son enfant nous rapproche beaucoup plus de l'amour inconditionnel que de la testostérone. L'amour testostéronique. Mais alors comment faire pour ne pas donner de conditions à l'amour? Mais sans condition. Et bien sans condition, en ne voulant pas forcément changer l'autre. Parce que nous avons toujours le désir inconscient de changer l'autre pour le mettre à l'attente de nos propres saveurs, de ce que nous voulons nous, dans un cadre, dans une cage, pour qu'il nous ressemble à nos propres aspirations. Et ainsi, nous créons que de la souffrance. Nous créons que de la souffrance. L'amour inconditionnel ne procure jamais de souffrance. Parce qu'il n'y a pas de conditions. Or, s'il y a des conditions, eh bien, nous souffrons, c'est inévitable. Je veux t'aimer à condition que tu sois élégante, tu sois élégant, tu sois acceptable sur le plan mondain, etc. Ou je ne sais pas, peu importe les fantasmes. Et du coup, l'autre ne rentrera jamais dans ces cases. Ou alors il se pliera à nos fantasmes et deviendra un esclave, ce qui sera encore pire. Et du coup, nous allons souffrir. Et il va souffrir, ou elle va souffrir. L'amour inconditionnel nous épargne ça. Nous aimons sans attendre de retour. Rien. Vous croyez que l'abbé Pierre, lorsqu'il a créé Emmaüs, il attendait des retours? Non. Impossible. Vous croyez que Gandhi, lorsqu'il a lancé la marche du sel, il attendait des retours? Non. L'amour inconditionnel est le même amour dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de l'âme, ou du cœur, de l'élan du cœur. Il n'a pas de conditions. Il est libre et inconditionnel. Je ne sais pas si la plupart des personnes arrivent à aimer sans condition. C'est très difficile, parce que nous avons tellement été conditionnés depuis l'enfance à faire du marketing. Voilà ce que nous faisons, du marketing, pas de l'amour. Depuis que nous sommes petits, nous avons été habitués à des transactions. Maman trouve que tu n'es pas sage. S'il te plaît, sois sage. Écoute ton prof, écoute l'école, écoute les codes, écoute. Sinon, je ne t'aimerai plus. Il y a parfois des parents qui vont très loin. J'ai entendu ces choses ici, vous ne pouvez même pas imaginer. L'amour est conditionnel. Du coup, l'enfant est moulé et se conforte à ce que les adultes attendent de lui. Un esclave. Un esclave en quête d'affection, de son propre fantasme de l'affection. Et il va trouver un compagnon ou une compagne qui va le conduire exactement à ça. Et comme l'autre ne voudra jamais, eh bien ils vont souffrir tous les deux. Oh là là, le bordel qui se crée. Yes. Oh là là. Un bordel incommensurable. Oui, parce que c'est un peu le chien qui se mord la queue finalement, parce qu'il grandit et puis il répète. Le serpent qui se mord la queue, je dirais. Ouais. C'est le serpent qui se mord. Non, mais oui, c'est le bordel. C'est le bordel le plus complet. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir toucher cette saveur? Quand les humains le décideront, quand ils le décideront, quand nous le déciderons tous et toutes ensemble,
d'aimer inconditionnellement. Ce qui, bien sûr, va nous amener à un niveau de fréquence beaucoup plus élevé et qui va faire de l'humanité quelque chose d'incroyable. Car nous sommes incroyables. Nous sommes incroyables. Oui, nous sommes incroyables, à condition que nous ne tombions pas dans la convoitise, dans l'illusion, dans le fantasme, les projections et dans l'attente d'un fantasme qui n'a pas été réglé depuis l'enfance. Dans cette espèce de marketing, d'ailleurs, je parlais de ça avec une femme que j'interviewais. Oui. Et qui, elle, avait accouché et elle nous expliquait que lors de son accouchement, elle avait extrêmement peur à cause de ce côté marketing, car dans l'industrie du cinéma, ce qui est montré, c'est que l'accouchement, ça fait mal, l'accouchement, ça fait peur et c'est une catastrophe. Mm-hmm. Ah bon, et qui c'est qui dit ça? Non, c'est la femme que j'interviewais. Ouais. Mais c'est vrai, non, mais c'est ce qu'on nous montre dans les films. Hein. C'est toujours un moment de catastrophe, en fait, où Vraiment? On voit la femme en train de souffrir, de crier, de vouloir déchirer quelque chose. Mm-hmm. Ce qui peut être vrai, mais et elle expliquait que elle est passée par une méthode qui est la méthode de Gasquet, le Kundalini Yoga, justement, pendant son accouchement, pour s'apaiser. Apaiser tout ça, oui. Pour apaiser tout ça. Très bien. Parce que ce qu'il y avait sur le côté marketing, qui était l'industrie du cinéma, lui faisait extrêmement peur. Ouais. Et il est là notre problème. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit l'amour à travers ce qu'on voit dans les films, en fait. C'est toujours très beau, hein. C'est toujours très théâtral. Et on se dit, mais c'est un moment magique, en fait. C'est comme ça que je vois l'amour. Mais est-ce que c'est ça, l'amour ? C'est ce que nous a montré depuis des décennies à la télé, au cinéma, dans les ouvrages, dans la littérature diverses et variées, qui souvent est parfois médiocre, et des choses que les humains ont acceptées. C'est rentré dans l'inconscient collectif. Ce type d'amour est rentré dans l'inconscient collectif. C'est ce qu'on appelle l'amour courtois, qui est rentré dans l'inconscient collectif et qui agit à l'intérieur de nous. Et du coup, ça conduit encore qu'au bac à sable et à la souffrance. Et la seule façon d'en sortir, c'est de changer. Aimer l'autre pour ce qu'il est vraiment, c'est très difficile. Mais c'est incroyable aussi. Parce qu'on découvre un monde. Si je regarde mon ou ma partenaire avec les yeux nouveaux, le regard neuf, sans aucune attente consciente ou inconsciente, je peux avoir une relation qui est incroyable. Est-ce que c'est pas passé par soi-même aussi et s'aimer soi-même ? Ça peut. Ça peut commencer par là. Mais s'aimer soi-même, ça veut dire aussi être inconditionnel envers soi-même. C'est-à-dire ne plus avoir de construction chimérique qui conduisent aux fantasmes, aux projections et aux attentes. On revient encore au sujet. C'est dur l'amour, hein ? C'est dur quand c'est fusionnel. Quand c'est fusionnel, ça conduit que à la catastrophe, tôt ou tard. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe sur un sujet super intéressant qui sont les Toltecs. Je vous écoute. J'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'un Toltec, ce que ça veut dire retourner à la Terre. Un Toltec, moi alors je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai des amis qui travaillent là-dessus, sur cette voie. C'est vrai qu'ils sont assez incroyables. Et la définition de Toltec, me disent-ils, c'est un homme ou une femme de connaissance qui éclaire avec une torche le chemin. C'est-à-dire que c'est celui qui ou celle qui donne à travers sa connaissance la conscience. Cet homme ou cette femme de connaissance n'est pas forcément une connaissance acquise à la fac ou dans des administrations diverses et variées, dans des corporations diverses et variées. C'est un homme ou une femme qui a la connaissance profonde de l'âme humaine et qui, parfois, quand il le peut, éclaire le chemin des autres. Pour cela, ces hommes ou ces femmes de connaissance commencent par la terre. Ils font un chemin qui est lié à la terre. Et en se connectant à la terre de différentes manières, à travers différents exercices, à travers différentes plantes, etc., enfin tout un processus, eh bien, ils deviennent des hommes ou des femmes de connaissance. Car la terre, lorsque l'on aime d'un amour inconditionnel, nous révèle tous ses secrets. Quels sont les secrets de la Terre ? Ça, il faudra l'expérimenter pour le savoir. La Terre, c'est la base, la force, la sécurité, l'alimentation et plein d'autres qualités encore. C'est l'alpha et l'oméga des 5 éléments.
Est-ce que vous pensez que retourner à une alimentation végane, c'est une voie à prendre? Retourner à une alimentation énergétique. Énergétique. Avec de l'énergie. Lorsque nous faisons nos courses, par exemple, eh bien, il serait peut-être louable que nous commencions à développer une sensibilité pour sentir quels sont les aliments d'abord qui nous conviennent ou pas, et ceux qui ont de l'énergie ou pas. Et on fait ça comment? En sentant. C'est le corps qui le fait. Le corps humain est extrêmement intelligent. Vous savez que dans le corps humain, certains chercheurs avancent en tout cas qu'il y a 115 000 milliards de cellules. Pourrait d'ADN, d'énergie, d'intelligence, avec des synapses partout, dont les connexions, paraît-il, sont plus nombreuses que les atomes dans l'univers. C'est un cosmos dans le cosmos, le corps humain. Sentir si un petit poids est frais ou pas, pour le corps, c'est rien du tout. Il le fait comme ça. Il suffit juste de lui faire confiance, d'écouter. Ce que l'on sent. Je ne dis pas qu'au début, il n'y aura pas des ratés, mais au fur et à mesure que s'instaurera l'habitude, vous allez sentir si votre aliment est bon pour vous et s'il a de l'énergie ou pas. Et plus subtil, si cette énergie peut vous convenir ou pas, avant de l'incorporer. Et la conscience qui sera mise de la pile d'achat jusqu'à la cuisson, jusqu'à la dégustation et jusqu'à la digestion sera fondamentalement importante. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez conscients. Et nous ne sommes pas dans le jeu ici maintenant. Une jeune femme, par exemple, qu'on peut imaginer avec 2 enfants en bas âge, va faire ses courses à toute vitesse en pensant à demain. L'école, la musique pour les mômes, je sais pas moi, des trucs divers et variés. Elle va penser à plein de choses, mais elle ne va pas penser aux petits pois qu'elle va acheter ou aux haricots verts. Et sentir encore moins. Elle va faire ses courses à toute allure, sans penser à rien, et ne se rappellera même pas ce qui s'est passé dans le supermarché. Et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup d'occupations, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui nous envahissent. Simplement, revenir à l'instant présent, ici et maintenant, écouter la saveur du jeu, J-E, avant qu'il devienne un jeu J-E-U. Ah, parce qu'on peut le transformer en jeu? Bien sûr, quand on est vraiment conscient du jeu J-E, on peut jouer après. Car la vie, c'est de l'énergie, donc du jeu J-E-U. Mais il est tellement plus agréable d'être dans la mouvance de ce que nous sommes, plutôt que des fantasmes et des projections et des attentes qui ne nous conduiront nulle part, sauf à la souffrance, dans une voie sans issue. Voilà quel est le problème, je pense. Et il est simple à régler. Être, c'est la première pierre à l'édifice. Être ici. Et voir que la première pierre de l'ego, c'est la dualité. S'il y a moi et les autres, moi et le monde. Quand on prend conscience du jeu, J-E, de l'instant présent, ce que nous sommes profondément, nous voyons qu'il n'y a pas de séparation. La séparation est totalement illusoire. Et pour ça, la première porte, c'est le calme, la paix et l'ici et maintenant. Qui finalement ne sont qu'un. Et les Toltecs, comment, sans nous révéler le parcours initiatique, comment ils travaillent la terre? Un parcours initiatique, c'est lorsqu'un homme ou une femme de connaissance, quelle que soit sa tradition, propose à des gens qui ont traversé son chemin, ou avec lesquels il a connecté, de faire un parcours avec lui ou avec elle. Et non pas d'enseigner, mais de révéler à l'autre ce que lui est vraiment. Je m'explique. Quand nous commençons notre vie, nous ne savons pas qui nous sommes, surtout après le fatras de conditionnement que nous avons reçu. C'est ce que les Toltecs ou certaines voies spirituelles appellent l'ego, par exemple. Nous avons construit un persona ou un ego qui est extrêmement solide et nous le défendons avec acharnement. Nous ne voulons pas être touchés, vulnérabilisés ou même menacés dans nos propres représentations. Déjà, ça c'est la première pierre, qui conduit à la dualité, je l'évoquais à l'instant. Cette dualité doit être brisée. Non, la projection que nous avons de la réalité, qui n'est pas finalement la dualité, mais qui est l'unité, doit être remise à sa place. Je crois que c'est plus juste de dire ça. Et pour cela, un homme ou une femme de connaissance est largement bienvenu sur un chemin comme ça. Parce que, comme il a été dit au préalable, les êtres humains peuvent s'éveiller, parce que c'est notre propre nature finalement, et que nous avons droit, c'est notre droit de naissance de se réveiller, d'être réveillé, éveillé ou réalisé.
Eh bien, notre premier devoir est de le faire. Et nous pouvons le faire de façon spontanée, ça arrive, mais avec quelqu'un qui nous montre le chemin ou qui nous accompagne, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on en vient aux abuelos. Oui, la tradition. Oui. Et la tradition. Et quelle est leur tradition? La tradition maya toltèque. Alors, du peu que j'en sais, ce sont des initiés. C'est-à-dire que même ils ont été initiés et que c'est une tradition qui remonte bien avant les Espagnols. Où certaines traditions sont là depuis longtemps et a failli être éteinte par les Espagnols, mais a finalement réussi à survivre. Cette capacité qu'ont eu ces hommes et ces femmes à survivre à travers la connaissance qu'ils avaient acquise a fait d'eux des hommes et des femmes avaient encore plus accomplis à travers les défis qu'ils ont dû relever lorsque les Espagnols sont arrivés. Et ils ont continué à enseigner. Et ils continuent toujours à enseigner. Mais il n'y a pas que les abuelos ou les abuelas, les grands-pères et les grands-mères de la tradition. Il y a toutes les traditions du monde. Il y a tout un tas de parcours spirituels divers et variés qui, finalement, ne conduisent qu'à un seul but. La saveur du jeu ici et maintenant. La saveur de l'être-té. La saveur de l'absolu. Quelle que soit la tradition, quel que soit le chemin qu'on emprunte, l'objectif, il est là. Les chrétiens, les toltèques, les bouddhistes, les musulmans, les juifs, les jaïnistes, peu importe la tradition. Tout le monde a ce même objectif. La réalisation du je, J-E, ici et maintenant. L'être-té de ce que nous sommes. Et lorsque cela est touché, tout est accompli. Le reste n'est qu'un fatras de croyances inutiles. J'ai une question à vous poser. C'est moi ? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à vos annales akashiques? Non. Vous savez ce que c'est? Oui. Pourquoi pas? Parce que ça ne sert à rien. Les annales akashiques sont des choses qui nous amènent dans le passé. Pas forcément. Ou dans le futur. Pas forcément. Ou quand? Dans le présent, ici, maintenant. Dans le quoi, je maintenant? En quoi est-ce qu'une annale akashique peut-il vous amener maintenant? Annales akashiques. Annales, ça veut dire quoi? Les annales sont des documents répertoriés. Ces documents répertoriés sont des annales akashiques qui sont des éléments répertoriés énergétiques, des informations énergétiques, qui remontent à des vies et des vies et des vies, en général. Alors, si vous voulez savoir quelles ont été vos vies passées, c'est facile, hein? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et si vous voulez reconnaître vos vies futures, c'est facile, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui conduira vos vies futures avec une exactitude incroyable. J'aimerais savoir pourquoi aller faire des initiations avec les Toltecs et non pas avec l'Afrique ou alors en Égypte, ou alors en Chine. Mais tout est possible. Des chemins initiatiques, je viens de l'évoquer à l'instant, il y en a une infinité. Le seul chemin qui compte, c'est le chemin qui a du cœur. Quelle que soit la tradition, quelle que soit la culture, quelle que soit la couleur, quelles que soient les pratiques, c'est celui qui a du cœur. Si ce chemin pour vous a du cœur, c'est qu'il est recevable. S'il ne l'a pas, il faut le laisser tomber. Est-ce que oui ou non, je rentre en fréquence vibratoire, je rentre en vibration, je rentre en amour quand je vais dans un chemin initiatique? Oui ou non? La réponse est simple. Après, que ce soit avec les Toltecs, avec les Esquimaux, ou avec les Mahométans, ou avec les Indiens d'Amérique, peu importe, ou les Lakota, on s'en fout. Est-ce que ce chemin, oui ou non, a du cœur? J'ai un de mes amis, par exemple, il a cherché un chemin pendant des années, il n'a rien trouvé, et un jour, il est tombé sur un Lakota, et il a dit, je suis chez moi, quoi. Je suis rentré chez moi. Voilà quel est le chemin qui a du cœur. Et après, il fait ses pratiques, il fait le sentier rouge. Hein. C'est un sentier qui est extrêmement dur. Très dur. Mais ce chemin, pour lui, a du cœur. Et jamais au grand jamais, il me l'a répété à plusieurs reprises, ne changerait de tradition. Les Lakota, ils font ce qu'on appelle le sentier rouge. Mais qu'est-ce que c'est le sentier rouge? Alors, je ne sais pas vous expliquer ça parce que je ne connais pas ce sentier. Mais si vous voulez, il y a un film qui le retranscrit très bien. C'est Un homme nommé Cheval. Ça, vous pouvez aller voir ça, ça date un peu, hein, c'est un peu vieillot, mais c'est des années 50, je crois. C'est un western qui explique un petit peu ce qu'est le sentier rouge, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très dur. Et que parfois, certains initiés perdent la vie. Hein. Mais c'est pas les seuls. Hein. J'ai une de mes amies, une fille qui était en ethno-psy, qui était justement au Cameroun, je crois. Elle m'a dit qu'elle avait vu partir des adolescents en initiation un matin. Ils sont restés 3 semaines en forêt, il y en a qui ne sont pas revenus. Hein. Mais ceux qui reviennent, ils sont... Waouh! Ils ont un niveau énergétique absolument... Et ça, c'est depuis des siècles, depuis des millénaires que les humains font ça. Les
initiations, les rites de passage. On en trouve même à Lascaux des traces. Il me semble que les Toctels font des rituels du feu aussi. Ça leur arrive, oui. Et à quoi Comme sert... plein d'autres traditions. Bien sûr, mais à quoi sert un rituel du feu? Alors le feu a la capacité, comme tous les éléments, de nettoyer. La terre peut nettoyer, l'eau nettoie, le feu nettoie, l'air nettoie. On a des pratiques yogiques en Inde qui nettoient. Et tous les 4 éléments nettoient. L'espace, je ne sais pas, je crois que oui. Mais les 4 premiers éléments, ils nettoient. C'est le principe de nettoyage. De nettoyer notre énergie, toutes les toxines que nous avons accumulées depuis des années, qui sont parfois là encore, et qui nous piratent notre énergie, qui nous cisaillent notre énergie, qui annihilent l'énergie. Donc le feu a la capacité, comme la terre ou l'eau, ou le vent, de pouvoir nettoyer ça. C'est un processus très simple. Mais qui en général est fait par des gens qui sont des hommes ou des femmes de connaissance. Oui, des initiés. Oui, des initiés, oui. On pourrait faire ça n'importe quoi avec n'importe qui. Je connais des amis qui l'ont fait. Oui. Et qui m'ont donné un petit peu, qui m'ont raconté la puissance de ce qu'elles ont pu ressentir lors du rituel. Lorsque c'est fait par quelqu'un d'extrêmement compétent, je dis bien extrêmement compétent, c'est extrêmement puissant. Le feu, c'est exactement où il doit aller. C'est exactement qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, à soulever, à détruire. C'est comme si c'était une entité indépendante, même si c'est sûrement pas le cas, mais il y a quelque chose qui se passe avec le feu. Comme la terre d'ailleurs. Je sais qu'en Afrique, par exemple, il y a des rituels de terre où parfois des gens se font enterrer des semaines entières dans la terre, dans la glaise. Et quand ils ressortent, ils sont waouh. C'est un nettoyage qui est incroyable. Je dis en Afrique mais il y a toutes les traditions, mais je sais qu'en Afrique, je ne sais pas si c'est pas au Togo, je ne sais plus très bien où j'ai entendu ça, où ils s'enterrent pendant des semaines. Il y a des enfants instinctivement qui le font, ça, à la plage. Ils s'enterrent dans le sable. Ça prouve que c'est instinctif et que s'enterrer dans le sable, c'est aussi accepter de pouvoir rentrer en contact avec la terre, de laisser son corps se nettoyer. L'eau aussi, bien sûr. L'eau, pour nettoyer les émotions, c'est souverain. Et qu'est-ce que vous conseillerez à un être humain qui souhaiterait élever son taux vibratoire? Je le répète, être dans l'ici et maintenant. C'est la première base. Non, je sais que ça pourrait paraître chiant, mais il n'y a rien, c'est incontournable. Non, c'est pas si chiant. Quelqu'un est dans le jeu, ici et maintenant, dans l'être-té, ici et maintenant, en regardant la vie couler en lui avec un grand V, c'est déjà gagné. Le mental, peu à peu, va s'apaiser. Les pensées discriminantes, peu à peu, vont s'apaiser. Et nous aurons accès à ce lac d'eau calme qui est à l'intérieur de nous et qui peut sentir un moustique qui l'effleure. Mais jamais un torrent de montagne ne pourra sentir un moustique qui l'effleure. C'est simple. Très simple. C'est simple quand ça nous arrive. C'est simple quand on le fait. Non, non. Non, Eric, ce n'est pas simple quand on le fait parce qu'il faut pouvoir le faire. Oui, et donc ? Et donc, il faut pouvoir le vivre. Il faut savoir qu'on le vit. Ok, mais... Tout être humain Moi, j'ai des amis qui ont peur de se retrouver seuls parce que le simple fait de se retrouver seuls, ça les laisse face à leurs pensées. Et le fait de penser, ça fait peur. Enfin, ça leur fait peur. Ils pensent tout le temps, de toute façon. Alors, on pense tout le temps. Mais justement, le fait d'être avec quelqu'un, ça permet de discuter. Ouais. Et si on discute, on ne pense pas. Et donc, à ce moment-là... Donc, c'est un brouillage mental qui permet d'échapper à ce qu'on croit être soi-même. Je vais vous les envoyer. Elles vont venir faire une séance avec vous. Ce sera plus simple. Vous me voulez du mal ou quoi? Ah, mais pas du tout. Je leur veux du bien à elles. C'est pauvre. Ok. Et donc, je pense que, par exemple, pour ces personnes-là, qui ne se retrouvent jamais seules, je pense que être dans ce moment de calme, ça ne se fera pas. Peut-être que ce sera une très belle expérience dans leur vie. Hein. Ah oui. Ce serait, peut-être, une expérience incroyable. Se rendre compte que, finalement, nous n'existons même pas. On croit qu'on existe. C'est vrai qu'il y a une existence qui est tangible du corps physique. Mais quand on regarde bien, avec une grosse loupe ou un microscope électronique, ce corps, il n'existe pas vraiment.
il est fait d'atomes qui bougent tout le temps et qui fluctuent tout le temps. Le mental est un agitateur, en plus, qui agite pour ne pas perdre une place qu'il a royale. C'est un roitelet qui occupe la maison de l'autre et qui donne des ordres et qui devient, comme un domestique, qui prend la place du maître et qui devient insupportable. Un tyran de République bananière, voilà ce que c'est. Nous sommes une intelligence artificielle et une très très belle création. C'est vrai. Là où ils se sont un peu loupés, je ne sais pas, le créateur. Là où le créateur s'est un peu loupé, je dirais, c'est le mental. Qui vous dit que le mental n'est pas un objet extrêmement utile ? Le problème avec le mental, c'est que nous sommes venus au monde et que nous avons développé un mental insupportable sans avoir lu le monde d'emploi avant. Nous ne savons même pas comment il fonctionne. Si nous l'obligeons dans un diktat à redevenir ce qu'il est, dans le calme, la paix, l'instant présent, il va devenir obéissant. Mais si nous le laissons faire, il va devenir insupportable, ce qui est l'immense majorité des humains. Un mental insupportable, qui se croit toujours supérieur aux autres, qui est arrogant, dominateur, qui convoite absolument tout, jaloux, opiniâtre et haineux. Un mental qui est paisible ne fait jamais ça. Un mental qui est paisible appréhende la réalité de ce que nous sommes. Le reste ne l'intéresse plus. On est dans un film d'horreur. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. C'est la catastrophe. Mais je sens des jours meilleurs. Je le sens dans l'air. Ouais. Jusqu'au jour où nous nous rendrons compte que ce film d'horreur n'est qu'une projection sur un miroir. Et que ce qui est très important, c'est pas trop ce qui est projeté sur le miroir et ce qui se reflète sur le miroir. Ce qui est important, c'est le miroir, qui ne bouge jamais. Parce qu'il peut y avoir 50 milliards de scénarios devant le miroir, lui, il ne bouge pas. Le support, l'écran du film ne bouge pas. Le projecteur, le pensant ou celui qui interprète des choses ne bouge pas. Ce qui sous-tend tous les phénomènes ne bouge pas. Il n'y a que les phénomènes qui bougent. Et lorsque nous avons la compréhension de tout ce qui bouge n'est qu'une illusion finalement, une impermanence illusoire, un rêve, un délire onirique, nous avons gagné. Nous sommes ce que nous sommes, dans notre être-té. Et nous n'avons besoin de faire aucun effort là-dessus. Mais c'est tellement simple que tout le monde passe à côté. Un enfant de 3 ans, il le sait, lui. C'est vrai. Non, parce qu'il vit sur des bassins. Ouais, il est là, quoi. Et nous, on a déjà été pourris par la vie. Non, la vie ne pollue pas. Le système. Non, c'est le façonnage. C'est la façon dont les empreintes sont reçues par l'enfant, par le système qui est autour de lui. C'est pas lui, c'est pas la vie qui fait ça. La vie, elle fait pousser les chaînes tricentenaires, elle guérit nos blessures. Physiques, en tout cas. Pas les autres, peut-être. Mais en tout cas, elle est là pour vivre, pour faire croître, pour élever, pour faire que la vibration universelle s'établisse. Mais nous, armés de cette convoitise et cette illusion et cette confusion de base, nous œuvrons dans un monde qui devient cauchemardesque parce que nous pensons que nos propres projections sont réelles. Si vous prenez un jour entier, rien que pour ça, en cherchant qui vous êtes, vous n'allez pas vous trouver. Je vous assure, ou alors vous serez la première. Parce que vous n'êtes pas un prénom, vous n'êtes pas un sexe, vous n'êtes pas une culture, vous n'êtes pas une race, vous n'êtes pas une religion, vous n'êtes pas un ensemble de choses, un conglomérat de choses qu'on vous a fait croire que vous étiez. Vous êtes juste être. Une vie qui est là, incarnée dans un corps physique, tout le monde est d'accord là-dessus, et qui un jour sera libérée dans ce qu'on appelle la mort, puisque c'est le contraire de la naissance, et que vous serez libéré, mais que quand on regarde bien ça à la loupe, ça n'existe pas. C'est ce qui m'est arrivé à mes 17 ans, quand j'ai eu un bug au niveau du temps. Oui. Où vraiment, pour moi, là, la notion du temps était devenue très bizarre parce qu'elle n'existait pas. Je ne comprenais plus dans cet espace-temps qui j'étais, pourquoi j'étais là, qui je suis vraiment. Oui. Si les heures n'existent pas, je n'existe pas. C'était très dur. Vous avez eu conscience que vous avez reçu une bénédiction, là ? Je ne sais pas. Parce que
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce que disent tous les sages de l'ancien temps, quoi. C'est ce que disent les éveillés de l'ancien temps. Le temps, le jeu, le moi-je, l'ego, le ceci, de cela, ce que je vais, ça n'existe pas. Et c'est vrai. À 17 ans, vous avez reçu une grâce. Oui, ça n'a duré que 24 heures. Et alors ? C'est déjà une ouverture. La porte est ouverte. Ce virus qui est rentré en vous ne sortira plus jamais. Et qui peut-être vous a conduit aujourd'hui à faire des expériences, à faire ce que nous faisons aujourd'hui et avoir des confirmations ou des infirmations de ce que vous avez vécu ce jour-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est votre chemin qui s'est ouvert là. Enfin, de ce que vous me dites. Hein. Après, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre tête, mais ça y ressemble un peu quand même. Ce que vous me dites là, ce sont des moments, pas de réalisation, peut-être pas d'éveil non plus, mais d'ouverture quand même, sur ce que l'on est vraiment, sur l'être-té de ce que nous avons évoqué depuis plus d'1 heure maintenant. J'aurais aimé vous voir à mes 17 ans, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça aurait changé quoi ? Ça aurait changé beaucoup de choses, déjà on m'aurait cru. Parce que j'étais la petite folle à 17 ans qui disait à mes copines « Non, attendez, il y a un problème, là, vous voyez pas ? Il y a quelque chose qui... Vous sentez pas ?» Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai bien compris que j'étais seule dans mon truc, peut-être que je... Ouais. Si j'avais eu un Combray dans ma vie... Oui. Vous savez que j'ai reçu une maman il y a quelques années maintenant, qui m'appelle et elle me dit au secours, mon enfant est en train de devenir fou, les psychiatres l'ont examiné, l'ont bourré de médoc, ça marche pas. Je lui dis mais qu'est-ce qui lui arrive ? Alors je commençais à être un petit peu inquiet ou un petit peu interpellé en tout cas. Et elle me dit mais il voit des couleurs autour des corps des gens. Je lui dis mais il va très bien votre fils. Sauf tellement dans des cases, tellement formatés, tellement dans ce qu'on appelle la logique. Vraiment, le mental est un tyran arbitraire. Hein. C'est un tyran de basse zone qui nous fait... On est dans un monde où on nous demande d'être très linéaire. Ah, complètement. Et par amour pour le regard de l'autre, nous le faisons. Nous faisons ce que nous croyons que l'autre attend de nous. Mais en fait, l'autre, il s'en fout de nous. La seule chose qui l'intéresse, c'est son nombril. Et du coup, nous fonctionnons avec ce que Lacan appelait le regard du grand autre, en fonctionnant avec un fantasme dans ce que l'on croit être une attente des autres par rapport à nous. Donc nous façonnons notre personnage, notre persona, notre petit personnage, en fonction de ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Enfin, c'est un bordel incommensurable. Incommensurable. C'est que du fantasme. Et la seule façon de nous libérer de ça, c'est un mental paisible. Clair, lumineux, sensible, qui va, à un moment donné, faire la différence. La conscience, le jeu dans l'instant présent est le grand libérateur. Je suis. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a créé ce projet qui s'appelle I Am. Ouais. Mathias de Stefano, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me parle vaguement. Quelqu'un qui se souvient de ses anciennes vies et qui a créé justement ce mouvement du jeu pour que les gens restent en présence. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, lorsque Moïse a demandé à Dieu « Ok, tu me files les tablettes », je paraphrase, hein, je fais très court. « Tu me files les tablettes, etc. Ok, je comprends, je vais enseigner à des gens, etc. Mais je viens de la part de qui ?» Et Dieu a répondu « Tu leur diras que tu viens de la part de je suis. » Ça aurait été tellement plus simple. Très simple. Mais au final, c'est toute la religion avait été basée là-dessus, sur le « je suis ». Mais la religion est basée là-dessus. Oui, alors... On l'a oublié, c'est tout. Elle est basée là-dessus. Alors moi, je le comprends bien, je l'entends bien. C'est aussi pour ça que j'ai eu, à un moment donné, beaucoup de mal à comprendre les messages qui étaient transmis. Mais ce n'est pas comme ça que c'est expliqué. Le problème de la religion, c'est le dogme. Le dogme. La façade un petit peu exotique qui fascine les gens, qui disent « Waouh, il se passe un truc là qui est incroyable. » Il y a des cymbales, il y a des hosties, il y a du vin, il y a une cérémonie un petit peu sacrée, etc. Et je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est qu'un dogme. C'est pas la sève de ce qui nous occupe. Pourtant, une fois, j'étais à l'abbaye de Fontfroide avec ma compagne, et il y avait des anciens livres qui avaient été écrits par le premier abbé, et le mec, il parlait de la vacuité, quoi. On aurait dit un bouddhiste qui parlait. Donc les chrétiens savaient, ou savent toujours, ce qu'est l'éveil. La réalisation est Dieu. Ils le savent. Seulement, à travers ce fatras de dogmes poussiéreux, tout le monde a oublié.
Nous n'avons plus la sève. Pourtant, quand on rentre dans une église, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qu'on le ressent, il y a une paix, donc c'est bien là quand même. Mais quelquefois, on s'est un peu égaré. Je ne parle même pas de la chrétienté avec les colonisations et tout le bordel qui en a suivi, mais juste ça. Mais on ne sait toujours pas qui est Dieu. On ne sait toujours pas qui est Dieu. On ne sait toujours pas qui est... Alors, on ne sait toujours pas qui est Dieu. On ne sait toujours pas ce qu'est l'amour. Mm-hmm. Parce que pour moi, je mets ça dans un système pyramidal. Uh-huh. Où... Mais oui. Donc, j'ai une pyramide. En haut, je mets l'amour. Et... Je vous écoute. Et en bas, je mets tout le reste. Je mets l'amour. Voilà. Je vais peut-être mettre l'amour, le Dieu, la source, l'amour, et tout le reste. Ouais. La négativité, la peur, tout ce qui est de plus négatif. D'accord. Tout ça, on sait ce que c'est parce qu'on le... pyramidal, quoi. Oui, parce que je veux le mettre au haut de la pyramide. Okay. Donc, au haut de la pyramide, je mets tout ce qu'il y a de meilleur. Okay. Allez, on va mettre là comme ça, on met ça ici au haut de la pyramide, et en dessous, on va tout mettre, on va mettre le reste. Tout le reste, on arrive à l'expérimenter quotidiennement. Mais la source, l'amour, finalement, on ne sait toujours pas ce que c'est, alors que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir transcender. Si on se connecte, je reviens sur ça, vous allez me trouver un peu bourrin. Si on se connecte à maintenant, on va sentir dans nos corps la vie avec un grand V. La spiritualité est simple, c'est que ça. Il n'y a que ça. La vie qui coule là maintenant, qui est. C'est pas une énergie, une émotion, une vibration, je ne sais quoi, c'est une être-té, c'est au-delà de tout ça. C'est le corps du miroir qui reflète les choses. Comment vous en êtes arrivé à la spiritualité ? Par un concours de circonstances. Comme tous les humains, à un moment donné, on s'interpelle. Enfin, on se questionne, on se pose des questions et on se dit, ok, les mêmes questions que vous à 17 ans. Hein. Qu'est-ce que je fais là ? Je suis quoi ? C'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui est la raison de tout ceci ? Etc. De ce grand scénario. On se pose des questions. Et peu à peu, on cherche des pseudo-réponses. Alors que les réponses sont là. Regardez là ce qui se passe. Vous entendez ? Vous sentez ? Le calme. Exact. Vous savez, connaissez l'expression, j'aime beaucoup ça. Un ange passe. Ça, c'est les premiers frôlements de l'aile de l'éveil. Ça veut dire qu'il ne se passe rien et que c'est waouh. Les gens disent waouh, c'est plein, quoi. On est là. Et là, ça vient de passer, à l'instant. Vous avez vu ou pas ? C'est juste une question d'entraînement. Pour retrouver ces moments-là, je vais marcher en forêt. Oui, parce que, justement, l'expression de la nature, c'est ce qu'on peut appeler Dieu, quoi. C'est l'expression de Dieu, c'est la nature pour nous. C'est celle qui est la plus appréhendable. Il m'arrive un événement dans la forêt. Ça, c'est un moment que je voyais des bourdons. Moi, j'ai assez peur des bêtes. Hein. Même, j'adore être en forêt, mais j'ai peur des bêtes. Oui. Et je fais toujours le même tour. Et au moment où je fais un tour, il y a souvent des biches qui se cachent dans un endroit et des fois elles sortent, me surprennent. Et sauf que, à ce moment-là, je ne vois pas de biches. Je m'arrête souvent pour les regarder, pour voir si je peux les entrevoir, les apercevoir. Ouais. Et je ne les vois pas. Bref, je continue mon chemin. Et elles sont au haut du chemin et je dois contourner le chemin pour repartir chez moi. Ouais. Et je pourrais passer par ce chemin-là, mais j'y vais pas parce que j'ai peur. Hein. Forcément, il y a des branches, tout ça. On sait jamais qu'il n'y ait pas une fourmi qui passe par là. Ouais. Et à ce moment-là, un bourdon. C'est un moment que je sentais la vibration des bourdons lorsqu'ils passaient à côté de moi. Ouais. Un bourdon passe à côté de moi et me frôle la main. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement doux que je me suis arrêtée. Sauf que si je ne m'étais pas arrêtée pour ce bourdon-là, ouais. Je me retrouvais dans une situation qui était pas très... Parce qu'il y a un homme passe à ce moment-là, et donc il me surveillait d'en haut. Confortable. Ah ouais, il me surveillait d'en haut, et en fait, je m'arrête au moment où lui saute. Et là... C'est en Afrique ? Non, c'était en région parisienne. Ok, carrément. Et à ce moment-là, je reste figée. Déjà, j'étais figée parce que le bourdon déjà, je me suis dit, mais quel toupet! Le bourdon me touche! C'est dingue. Et j'aurais pu ne pas m'arrêter, j'aurais pu courir. Ouais. Mais sauf que je me suis arrêtée. Donc, il fallait que je m'arrête. Et cet homme passe. Et moi, je suis vraiment... On est vraiment à ça, hein, vraiment...
je faisais un pas de plus, il me sautait dessus. Et donc, je pense que ça n'a pas marché pour lui et qu'il a pris la fuite. Et donc, j'ai ramassé ce jour-là le bourdon et la forêt. Ce phénomène-là est arrivé par hasard? Non, le hasard n'existe pas, enfin. Alors, qu'est-ce que c'est qui existe? Le tout? Le tout qui a mis le bourdon sur votre route? Absolument. Mais en tout cas, j'ai remercié ce jour-là la forêt. Donc, finalement, la pire peur que vous avez eue de ces insectes vous a sauvé la peau. Ou un de ces insectes vous a sauvé la peau. Oui. Enfin, l'apparence extérieure de l'insecte, puisque nous savons bien que c'est ce qui sous-tendait l'insecte qui vous a sauvé la peau. Donc vous avez vu comme la conscience est facétieuse et joue avec tout ça. Elle nous dit simplement, par des signaux comme ça, regarde qui je suis, surtout qui tu es, toi, quoi. Parce que finalement, ce que je suis, pour dire la conscience, et ce que tu es toi, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Entre vous et le bourdon, il n'y avait aucune différence. Simplement, votre esprit a capté un truc à ce moment-là et a provoqué une situation qui peut-être empêchait des choses indélicates. La suite au prochain épisode.